Bonsoir, bienvenue à pour ce webinaire du soir spécial Bande de Boulanger. Vous avez notre ami Daniel Cohen-Delara qui nous a rejoint et qui est donc notre invité du soir pour nous présenter son dernier bouquin, Les Bandes de Boulanger, édition JDH, donc l'édition Les essentiels de la FAT, collection Les essentiels de la FAT. On peut préciser un peu ce qu'est cette collection parce qu'elle est, bien sûr. Elle est tout à fait originale. C'est une collection, pour l'instant, il y a 6 livres qui sont sortis depuis le mois de mars. Et notre objectif à la FAT avec cette collection, c'est de traiter sur une dizaine ou une douzaine de livres dans un premier temps, les grands thèmes de l'analyse technique. L'objectif, c'est que ceux qui auront lu les 10 livres auront une connaissance approfondie des grands mouvements, des grands outils, des grandes approches de l'analyse technique. Donc, et ce sont des livres qui ont tous à peu près entre 100 et 140 pages. Donc, sur un thème donné, le Bande de Boulanger, par exemple, 100 ou 140 pages, il doit faire 120 ou 125 pages. On a la possibilité de vraiment descendre dans le détail et de faire quelque chose qui est très en profondeur. Et c'est notre but. Quand on regarde les livres d'analyse technique généralistes, ils font 300, 400, 500 pages. Là, le groupe des 10 ou 12 livres, en fait, ça va faire de l'ordre de 1400 à 1500 pages. Donc, traiter l'ensemble de l'analyse technique sur 1500 pages, je peux vous assurer que celui qui l'a assimilé est véritablement devenu un spécialiste de l'analyse technique. Et chacun de ces livres est vendu juste en dessous de 20 €. Donc, on est également sur des budgets qui sont raisonnables. Ça peut même faire des petits cadeaux de Noël pour si vous avez autour de vous des amis qui sont aficionados de la bourse. Donc, c'est pour l'instant, donc, on a sorti 6 livres. Il y a eu le premier qui a été écrit par Denis Desclos, qui est Les instruments et les actifs de la bourse et des marchés financiers. J'ai écrit le deuxième qui était sur les chandeliers japonais. Tu m'avais invité au printemps, on avait fait un webinaire sur les chandeliers. Ensuite, il y a Nicolas Galland, qui est journaliste chez Capital, qui a écrit un livre sur les figures chartistes. En fait, les deux livres, les bandes de Boulanger, les chandeliers japonais et les figures chartistes, c'est vraiment la base de l'analyse technique. Il faut commencer par cela. Après, si on ne maîtrise pas cela, c'est très compliqué d'avancer dans le domaine. Et si on ne maîtrise pas à la fois les chandeliers et les figures chartistes, c'est très difficile de gagner en bourse, je vous l'assure. Donc c'est un vrai, c'est quoi? C'est une série vraiment qui se complète. C'est une vraie collection. Oui. C'est les livres à couverture orange. Ils sont tous le même type de couverture. Orange. Donc, on en est à 6. Il y en a 2 qui vont sortir au printemps, qui vont sortir Vous allez en sortir combien là au total? Alors, pour l'instant, la liste sur le premier jet, c'est entre 11 et 12. Ah ouais. Donc, la collection devrait être terminée à la fin de l'année 2025. Et puis après, eh bien, parmi les auteurs qui ont des idées sur l'analyse technique, eh bien, on ouvrira à d'autres la possibilité de sortir d'autres livres, pourquoi pas sur le trading, pourquoi pas sur d'autres types de techniques. Mais l'important, c'était qu'au début, on sorte l'ensemble des éléments de base de manière à ce que ceux qui les ont lus ont vraiment une connaissance de l'analyse technique qui est de vraiment très bon niveau. Et c'était ça notre objectif. Il y a un objectif vraiment pédagogique. C'est en fait, allez, on va dire avec 180 ou 200 €, la possibilité d'avoir toute l'analyse technique. Donc, je pense que c'est un rapport prix contenu connaissance qui est quand même de très bonne qualité et qui est à la portée, je pense, de beaucoup on peut perdre très facilement sur un trade, largement plus que cela parce que eh bien on manque de base et on commet des erreurs parce que des erreurs de base. Ça, c'est la vie, c'est normal. À qui ça n'est jamais arrivé? En tout cas, moi ça m'est arrivé. Ça c'est sûr. Ok, et donc dans ce livre, donc tu parles
des bandes de Bollinger dans le côté un peu basique, la structure des bandes de Bollinger, mais tu développes aussi à travers ce livre une méthodologie ou une approche qui est quand même différente de ce qui se fait habituellement. Tu as créé ta propre méthodologie, ta propre analyse sur le sujet? Alors, c'est parti il y a une dizaine d'années. Je venais de lire le livre de John Bollinger et puis je m'intéressais aux bandes de Bollinger. Et puis, sur un graphique, je vois une espèce de patatoïde que l'on va voir, un type de patatoïde que l'on va voir. Et ça m'a tout de suite inspiré. Et j'ai développé une approche des bandes de Bollinger qui est tout à fait originale. Et c'est alors qui est totalement différente de celle qu'a développée John Bollinger. Et vous verrez qu'il est d'une extraordinaire efficacité, notamment pour arriver à détecter et profiter d'une impulsion. Et tout le système un système de trading est un système qui est ou basé sur je profite d'une impulsion et je sors à la fin au moment où l'impulsion a donné le maximum d'elle-même et j'ai déterminé quel était ce moment où on a un rapport gain-temps qui est optimisé. Et puis, ça peut aussi servir pour rentrer dans une tendance et pour développer une approche en tendance et développer quelque chose que j'aime beaucoup, qui n'est pas facile à faire. J'en ai pas fait très souvent, mais chaque fois ça a été des beaux gains, qui est en fait d'arriver à pyramider des positions. Et là, la méthode que j'ai développée est d'une très grande efficacité et j'ai aussi développé le moment où il est temps de s'en aller. Ne pas aller trop loin, ce qui n'est pas toujours le plus simple. Non, en théorie, oui, ouais. Mais en pratique, c'est pas toujours le plus simple. Des fois, il faut se mettre les mains derrière le dos pour pas cliquer. Il y en a où il faut vraiment cliquer parce que c'est le moment, c'est le bon moment pour sortir. Ah non, c'est très dur. Voilà un peu la philosophie. Ok, et bien on a hâte. Donc tu nous as préparé une présentation. Donc là, on va suivre ta présentation. Oui. Et puis dans un second temps, on va regarder les graphiques, on va se mettre sur notre plateforme TradingView et puis on va faire quelques analyses, soit donner des exemples, c'est ça, d'analyse. Tout à fait, j'ai préparé, parce que bon, ceux qui étaient sur leurs écrans aujourd'hui ont vu que c'était une journée qui a bougé. Hein. Donc j'ai regardé avant de venir un certain nombre d'actifs qui justement en ce moment sont dans des situations qui peuvent ou qui auraient pu il y a quelques heures donner lieu à une entrée et je vais expliquer le phénomène. J'ai couplé les bandes de Bollinger, c'est pas dans le titre, avec un autre élément qui s'appelle les bandes de Keltner, que je vais pas pouvoir vous expliquer la liaison entre les deux. Je vais vous donner un élément important quand j'irai sur la plateforme, qui est le meilleur système de détrompage qui existe pour éviter des bull traps ou des bear traps. Il est extraordinaire ce système. Eh bien, on a hâte de voir ça. Voilà le livre que vous voyez en réel. Voilà, vous le trouvez chez Amazon, il est partout. Il est chez Amazon, à la Fnac, au Furet du Nord, chez Cultura, chez Decryt et autres. Bien. Alors, ça a été véritablement le point de départ pour moi et qui a été véritablement la révélation. Alors, on va analyser le schéma assez classique d'une impulsion, de la vie d'une impulsion. Alors, une impulsion, c'est quoi? On a un actif ici, je ne sais même pas ce que c'est, aucune idée. Alors, il y en a qui sont en noir et blanc parce que comme je suis fainéant, j'ai pris des figures du livre. Et comme j'ai travaillé pour avoir des belles figures pour le livre, autant les utiliser. Mais le livre est en noir et blanc pour arriver à ce prix. Alors, donc, un actif, il ne bouge pas trop, il ne se passe rien sur l'actif. Vous voyez, là, on est en ce qu'on appelle la phase 1. C'est une phase ce qu'on appelle la phase de squeeze. Les bandes de Bollinger sont très resserrées. La moyenne mobile 20 périodes est quasiment à plat. Donc, il ne se passe rien. Et puis, tout d'un coup, il se passe quelque chose. Boum, là, en la circonstance, en plus, on ouvre un gap baissier. Alors, ça, c'est quoi? Un gap haussier. Un gap haussier, oui, pardon, un gap haussier, excuse-moi. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est, par exemple, une sortie de résultat pour des actions. C'est pour du Forex, une sortie de la Fed ou une sortie de réunion de la BCE ou si c'est… des gaps comme ça sur le Forex, c'est quand même assez rare. C'est plus sur les actions ou sur des indices. Tu vas en voir tout à l'heure, mais ça ne gappe pas. Parce que aussi, on ne regarde pas non plus les mêmes unités de temps, mais on gappe. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est de l'action, de manière très claire. Donc, il se passe quelque chose.
il y a une information, il y a une nouvelle par exemple, et là, c'est certainement la sortie de très bons résultats pour la société. Et là, tout de suite, eh bien, les cours repartent vers le haut et en dessous, vous voyez aussi, et ça, c'est pas une surprise, que j'ai un pic de volume sur cette première. Qu'est-ce qui se passe? La bande de Bollinger, qui était quasiment plate, la bande haute, la bande dans le sens du mouvement, elle s'ouvre. La bande dans le sens opposé du mouvement s'ouvre également et le mouvement y part. Il part, c'est un beau mouvement parce que pendant 1, 2, 3, 4, une petite pause, pendant 4 bougies d'affilée, les cours sont intégralement au-dessus de la bande haute de Bollinger. Ça veut dire qu'il y a une véritable dynamique, qu'il y a véritablement de la demande, que les acheteurs sont à la manœuvre et que les acheteurs sont forts. Et puis, bon, arrive un moment où on voit déjà là, on n'est plus à l'extérieur, on clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger, mais on commence, il y a un peu moins de force, il y a un petit peu moins de momentum. Là, il y a une bougie qui est un petit peu hésitante, hein, là, il y a un doji un peu hésitant. Et puis arrive un moment où, eh bien, on est un peu à un sommet, un maximum de volatilité déjà, et c'est pour ça qu'à un moment, ici, la bande opposée se retourne. Et ça, c'est la fin de la phase impulsive, c'est la fin de la phase 2. Et qu'est-ce qui se passe aussi sur cette fin de phase 2? Et tout simplement, j'ai un pic de volume. Ça veut dire qu'il y a, et ça c'est encore plus vrai quand on est sur du Forex, eh bien il y a ce que j'appellerais des traders de phase 2, c'est-à-dire des gens qui rentrent au début, qui ont mis leurs alertes, qui attendaient, qui savaient qu'il y avait la publication, etc., etc. Et puis à un moment donné, on sent que la volatilité n'augmente plus, et donc à un moment donné, quand la volatilité n'augmente plus, et c'est ce retournement de la bande opposée qui marque le pic, en quelque sorte, de la volatilité. Et là, on a déjà toute une classe d'acheteurs qui sortent. En fait, quand on va regarder la fin du mouvement, en fait, ils ont imaginons que je sois en jour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En 9 séances, en un peu moins de 2 semaines, eh bien, ils ont tiré parti du maximum de l'impulsion. Et c'est pour ça qu'on a ce que j'appelle, moi, les investisseurs de phase 2, les traders de phase 2. Après, donc, on rentre dans une troisième phase, qui est ce que j'appelle la phase 3, qui est la phase de maturité. Alors, on va voir différents types de phase 2 et de phase 3, mais quand on est sorti de la phase 2, il y a souvent, on a fait, entre 70 et parfois, là, vous voyez, là, on a fait presque 100% du résultat de l'impulsion. Alors, dans la phase 3, c'est une phase de maturité. Il commence à y avoir un peu de bagarre entre acheteurs et vendeurs. On est toujours, point important, au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Et après, là également, la phase 3 se termine lorsque la bande de Bollinger, dans le sens du mouvement, elle se retourne. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, à ce moment-là, eh bien, la volatilité va commencer à s'écrouler totalement. Parce que là, elle baisse parce que cette bande monte, mais celle-là continue encore un petit peu à monter avec moins de pente. Donc la volatilité commence à baisser et à partir du moment où on rentre dans la phase 4, alors là, vous voyez, là, la volatilité descend très, très vite. Alors, dans certains cas, on peut franchir la MM20 ou pas. Et là, on retrouve, après, eh bien, une nouvelle phase 1. Alors, en fait, comment ça s'explique? Ça s'explique de la manière suivante. Il y a une nouvelle, une information, et évidemment, nombre d'acheteurs veulent profiter du phénomène, veulent profiter de l'impulsion. Pendant ce temps, on peut imaginer qu'au sein des fonds de pension, des fonds d'investissement, les ordinateurs doivent tourner pour recalculer eh bien, les bénéfices futurs, etc., etc. Et à ce moment-là, chacun des fonds se fait un peu son opinion du niveau auquel on devrait normalement arriver. Et donc, c'est la bagarre permanente au niveau des acheteurs, puis des acheteurs-vendeurs. Et puis, on voit, plus on arrive vers la phase 3, et encore plus la phase 4, eh bien, il y a la volatilité baisse parce qu'il y a de moins en moins d'hésitation entre les différents types de fonds, les différentes opinions présentes sur le marché quant à la conséquence de la nouvelle telle qu'elle a été diffusée sur le marché. Et c'est pour ça que l'on arrive, eh bien, on revient
dans un élément de squeeze à nouveau. L'impulsion est totalement terminée. Donc on voit que cette figure, elle est, moi quand je l'ai découverte, elle est vraiment extraordinaire et on comprend déjà dès la première l'efficacité et à la limite comment dire, des systèmes de trading basés exclusivement là-dessus, par exemple, basés tout simplement sur une sortie en bout de phase 2 uniquement. Et à ce moment-là, ça donne pas le maximum de gains, mais déjà une grande partie du gain. On n'a jamais tout le maximum. Et surtout, avec une immobilisation d'argent et un risque dans un temps qui est relativement court. Ça, c'est un petit peu le fondement de ce que j'ai découvert il y a pas loin de 10 ans maintenant. Donc, pardon, je me permets, si on devait prendre un exemple concret d'une stratégie, toi, le signal, là, j'imagine que c'est plutôt un signal d'achat. Le signal d'achat, donc, tu le fais une fois que la bougie elle a clôturé donc au-dessus de la bande haute de Bollinger. Il n'y a pas forcément de gap, hein, c'est même pas sans gap. Hein. Non, clôture au-dessus. Voilà. Quand il y a clôture au-dessus de la bande haute ou de la bande basse pour un signal de vente. On fera intervenir Keltner après. Mais déjà pour simplifier. Et ce trade, tu vas décider de l'accompagner d'un stop loss, mais aussi d'un deuxième stop, on va dire, lorsqu'on arrive à une phase 2. Il faut détecter, effectivement. Et que la pente… Voilà, il faut détecter, c'est-à-dire il faut détecter le moment où la bande opposée va commencer à se retourner. Alors, c'est sur une ou deux bougies. Hein. Là, j'ai mis au moment, en fait, on s'en aperçoit en fait plus à la bougie suivante, hein, de manière pratique. Hein. Bien sûr, là, on est à plat, c'est une question d'une bougie, absolument. Après, on verra avec le phénomène Keltner, le fait de, c'est pas parce que tu as une impulsion, tu peux aussi avoir un bull trap. Oui. Et Keltner, fonctionnant avec Bollinger, va te filtrer les bull traps et les bear traps dans l'autre sens. Ok. Mais en tout cas, c'est dans c'est vraiment en phase, à la fin de la phase 2 que tu vas décider de couper, parce que on pourrait s'attendre à ce que la phase 2, elle se transforme en phase 3, puis en phase 2. Tu vois, et que ça reparte ensuite, et donc il y a un potentiel… on va le voir, ça. On va le voir. Parce qu'en fait, ça, c'est une première stratégie de trading qui est hyper simple. Elle est très basique. Elle est avec mon filtrage du bull trap, elle est sans risque. Le tout, c'est de détecter. Hein, c'est de détecter très tôt, parce que si tu détectes au bout de 3 ou 4 jours, ou au bout de 3 ou 4 unités de temps, bon, tu as déjà perdu parce que tu as ton stop aussi, hein, il va s'éloigner. Alors, mais par contre, j'ai aussi, dans ma méthode, j'ai rajouté également un élément lié au positionnement du stop dans chacune des phases. On continue. On a le même schéma ici dans un cas baissier où là je n'ai pas du tout j'ai pas de gap. Donc là sur cette bougie donc je clôture en dessous de la bande de Bollinger. Le signal il est donné. Tu vois la phase 2 ici, la sortie elle est sur je l'ai mise là par sécurité. Donc là fin de la phase 2. Et là, tu vois, sur cet exemple-là, hein, on a donné tout le gain de l'impulsion. La phase 3 se termine ici lorsque se retourne la bande dans le sens de l'impulsion, la bande baissière ici. Et là, on a le franchissement dans ce cas-là qu'on n'avait pas dans l'exemple précédent, le franchissement de la phase 4. Là, dans ce cas-là, on franchit normalement ou on est trader de phase 2 et là, on est sorti sur cette bougie, ou eh bien, on se dit que peut-être que le mouvement va continuer et j'expliquerai pourquoi. Si on refranchit la MM20, il faut sortir. On n'attend pas, on sort. Parce que on est vraiment en train de tourner, comme ici, on tourne autour. Et puis finalement, plus on va tourner autour de la MM20, plus le niveau d'équilibre futur va être plus élevé ou plus bas quand on est dans l'autre sens. Parce qu'il y aura eu plus d'hésitation. Si on restait en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, eh ben, les cours seraient beaucoup plus bas. Et on aurait une sortie qui serait probablement plus basse. Donc, il y a une hésitation de la part du marché où le marché se dit, eh bien, on s'est emballé, hein, on monte par l'escalier, on descend par l'ascenseur, on est allé trop vite. Et à ce moment-là, eh bien, derrière, il va falloir compenser cet excès, parce que là, il y a eu un excès par rapport à la situation finale. Ce qui est aussi l'avantage d'une sortie en fin de phase 2, c'est que là, tu n'as pas l'excès. Tu n'as que, pardon, tu as l'excès, tu profites de l'excès. Voilà. Oui, ok.
Alors là, on a un exemple d'une phase 2 qui est relativement longue, hein, ici, et là, elle se termine sur cette bougie. La phase 3 est plus courte que la phase 2. Ça, c'est les systèmes qui sont généralement très impulsifs. Et là, début de la phase 4, je viens couper, je viens casser ma moyenne mobile 20 et je reviens donc dans un nouveau squeeze. Et puis, eh bien, le résultat des courses, là, j'étais autour de 3100, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on vient à un équilibre autour de 3005. On a gagné 12%. Et ceux qui sont sortis à la fin de la phase 2, bah, ils ont eu au moins autant que le résultat final. Mais donc, la ligne du milieu, c'est la MM20. La MM20, tu l'utilises, elle t'est vraiment utile ou Elle est fondamentale parce que en phase 2, c'est là où je mets mon stop. Sur la moyenne mobile. Oui. Alors, les méthodes, moi au début, j'ai employé la méthode Ishimoku, hein, c'est-à-dire en utilisant la Kijun, pour ceux qui utilisent Ishimoku. Et puis je me suis rendu compte, après m'être fait stopper bêtement plusieurs fois, que c'était idiot. Enfin, je l'explique dans le premier livre que j'ai écrit sur Ishimoku. Après, il y a une deuxième méthode de stop qui est ma méthode préférée quand je suis sur plutôt du moyen long terme, où je vais rester en position sur un temps suffisamment long, c'est la théorie de Dow, à savoir le dernier plus bas, si je suis dans un schéma de tendance haussière, le dernier plus bas dans la tendance haussière et le niveau d'invalidation de la tendance, donc le niveau où il faut sortir. Par contre, quand on est sur un schéma impulsif, on n'est plus du tout dans une vision de long terme, on est dans la vision où on va profiter d'un événement attendu ou pas d'ailleurs, hein, parce que dans certains cas, c'est des profit warnings qui tombent. Les entreprises, elles ne préviennent pas 15 jours à l'avance qu'elles vont sortir un profit warning. Les résultats, on les attend, mais on ne sait pas. On ne sait pas s'ils vont être bons ou pas. Donc, je vais jouer un phénomène impulsif. Et on explique là, que ce soit en phase 3 ou en phase 4, la rupture de la MM20, c'est la fin du mouvement. Donc, si je suis en phase 2 et que malheureusement, tout d'un coup, je viens casser ma MM20, ça veut dire que j'ai franchi les autres phases, je suis passé en 3 et en 4 très rapidement. C'est très peu fréquent, hein, c'est très, 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 très rare. Donc, moi, j'ai un stop comment dire, qui suit un stop suiveur que je mets sur ma moyenne mobile 20 périodes. Par contre, en phase 3, il faut être plus prudent, c'est-à-dire que si je fais un système haussier, après, quand je suis sorti de ma phase 2, je ne fais plus progresser le stop. Okay. Ou alors, avec d'autres raisons, que uniquement profiter de l'impulsion. Je peux en fait me dire, quand je vais arriver, là j'ai été sur un plus bas, je peux dire, moi de toute façon, si je descends en dessous de ce niveau, j'assure que si je suis rentré sur la première, je veux au moins gagner à ce niveau-là. Et là, c'est tout à fait différent. C'est un stop de stratégie, c'est un stop, comment dire, de ma psychologie. Okay. Mais si je prends un stop technique, c'est quoi? C'est moi qui l'ai mis pour qu'on voit mieux. D'accord, ok. Donc, si c'est un stop qui répond à la méthode, c'est la MM20 parce qu'on ne casse jamais la MM20 pendant le mouvement de phase 2. D'accord. Ça ne marche pas quand tu vas… Je ne sais pas. En tout cas, il ne veut pas. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. Là, c'est le contraire. Alors là, on est très clairement, quand je vois les chiffres, hein, c'est de l'eurodoll, ça. Hein. Voilà, je ne sais pas, c'était le 10 avril. Je crois que c'était une réunion de la BCE, je crois. Je ne suis pas sûr de moi. Hein. Mercredi, c'est possible, non, à 14h30. Non, mercredi, c'est jeudi. Oui, non, c'est mercredi. Donc, c'était une fête, certainement, parce que la BCE, c'est plutôt les jeudis. Oui, c'est vrai. Donc, les fêtes, c'est souvent mardi, mercredi. Donc, il y a eu certainement quelque chose sur le dollar, une déception ou pas. Enfin, en tout cas, une déception pour l'euro, hein, puisque le dollar est au dénominateur. Et là, par contre, je suis en H1. Hein. Alors, je travaille quand je suis en forex, sur du forex, si c'est des paires qui ont un gros volume comme l'eurodoll, on peut descendre en 15 minutes sans trop de problème, il n'y a pas de bruit. Sur l'euro-dollar, il y a peu de bruit, il y a tellement de volume. Oui. Mais en général, j'aime bien, alors
Je suis souvent le déclenchement de l'opération sur du 15 minutes et après je suis l'opération sur du 1 heure. Ce qui veut dire, pardon, c'est-à-dire que, parce que ton signal il se fait à la clôture de la bougie, c'est-à-dire que tu attends que la bougie clôture en 15 minutes, donc tu attends 15 minutes a priori après l'annonce. En général, moi j'attends quand je rentre en position après la clôture de la première bougie à l'extérieur et après à peu près le tiers de la bougie suivante pour savoir si on va bien dans le bon sens. Et que ça rebondit pas en bull trap, enfin en bear trap pour là. Non, okay. pas forcément que ça rebondisse. Oui, pas forcément que le mouvement soit terminé, mais qu'en fait il y ait tout de suite une consolidation et qu'on reparte après. Oui. À ce moment-là, si on consolide et qu'on repart après, à ce moment-là, je ne vais même pas mettre mon stop sur la MM20. Là, je vais prendre Dow. Et par exemple, ici, imaginons que ce soit sur cette bougie et que je rentre ici, j'ai fait un nouveau plus bas dans ma tendance baissière. Ce n'est pas la peine de monter aussi haut au niveau de mon stop. Sachant que la MM20, c'est un stop sûr. Et puis, parce qu'il n'y a jamais trop de problèmes sur la phase 2. Les phases 3, on peut avoir de temps en temps des petits problèmes. Donc, alors, pardon, petit retour. Pardon, je fais un petit retour parce que je vois des questions. Ouais. Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment on passe de la phase 2 à la phase 3? La phase 2 se termine quand la bande de Bollinger opposée au mouvement, donc ici la bande haute, se retourne. Donc, vous voyez que c'est un mouvement haussier et dès qu'il se met à être baissier, voilà. Eh bien, c'est une nouvelle phase qui commence. Voilà. Et la phase 3 se termine quand la bande du côté du mouvement elle-même se retourne. C'est-à-dire là, c'est terminé. Hein, la volatilité s'écroule et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Donc vraiment, les phases, elles se jouent vraiment sur les bandes de Bollinger du haut ou du bas. C'est ça qu'il faut regarder, c'est la pente. Oui. Lorsque cette le pente retournement se retourne, de la bande. Voilà, quand la pente se retourne, on est dans une nouvelle phase. En fait, ce qui se passe, c'est que la volatilité, elle augmente, hein, qui se mesure hein, par l'écart-type. Là, c'est 2 écarts-types. Oui. Mais ce qui se passe à un moment au niveau de la bande, la volatilité ne progresse plus. Mais comme on calcule par rapport à la MM20, la MM20 descend, donc elle tire les bandes vers le haut. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas, on passe là, quand on est à la sortie de la phase 2, c'est quasiment le maximum de volatilité. Le maximum, il est à peu près dans cette zone, et on le voit d'ailleurs à peu près à l'œil, on voit que le maximum, il est à peu près par là. Et quand la bande opposée commence vraiment à prendre de la pente, alors là ça commence à aller vite. Ça descend vite. Hein. Ouais. Le mouvement, il a plus beaucoup de possibilités d'avancer. Donc là, on retrouve notre maximum de volume. Là, on est sur un système là, de phase 2 plutôt courte. C'est un peu le cas du Forex. Et puis après, il y a un ciel de traîne, hein, en quelque sorte. On descend et puis voilà, le mouvement, il est le même. Donc, on peut avoir des phases 2 très courtes, très impulsives. C'est le cas du Forex quand on est sur une décision de Fed, de Banque d'Angleterre, de BCE. On a ces phénomènes et il y a des traders au Forex qui sont des traders qui ne font que les sorties je connais un de mes amis traders qui aime bien travailler le câble, mais le câble, une sortie c'est en général 10h30 à la décision de la Banque d'Angleterre, à 10h30, tu peux lui demander ce que tu veux, il est là pour personne. Hein. C'est le meilleur moment et il y a presque toujours une impulsion dans un sens ou dans un autre. On continue. Alors, voilà un élément. Voilà une impulsion ici. J'ai une première impulsion. Donc là, je sors de ma bande. Bon, il se trouve que là, j'ai un gap. Il arrive. Ici, là, ma bande, vous voyez, ma bande haute, elle est en train de se retourner. Mais le mouvement, lui, continue. C'est-à-dire que là, je suis dans le cas d'une phase 3 qui est toujours dynamique. Je suis toujours loin de ma moyenne mobile 20 périodes et je peux aussi détecter le fait que j'ai à la fois de la volatilité et j'ai du momentum en quelque sorte, mais là j'ai pas développé d'outil qui serait en fait à calculer en fait la volatilité de l'écart-type. Donc calculer une volatilité de l'écart-type pour voir quand est-ce qu'on va vraiment se rapprocher de la moyenne mobile 20 périodes et le moment où ça va devenir dangereux.
phase de squeeze qui dure une bougie. On ouvre un nouveau gap ici. Alors là, celui-là, c'est un gap, la prudence, c'est le troisième. Donc, c'est un gap probablement d'essoufflement. Donc, on commence à vérifier ses stops, on commence à voir ce qu'on veut vraiment faire. Et puis là, vraiment, à la fin de ce gap d'essoufflement, là, on rentre dans une vraie phase de squeeze. Alors, qu'est-ce que tu entends dans une phase de squeeze? C'est-à-dire une phase où il n'y a aucune volatilité. Ok, comme la phase 1 dont tu parlais au début. C'est une nouvelle phase 1. Là, j'ai fait une toute petite une ou deux bougies, une phase 2, une phase 3, et là, une phase 4, et je reviens sur une phase 1. Alors, est-ce que, petite question à nos auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose de très important par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant que vous remarquez sur ce graphique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on aurait pu remarquer sur ce graphique? Sur un élément dont j'ai parlé tout à l'heure. Les Keltner? Non. Non, tout est sur le graphique. Tout est sur, tu joues aussi. Tout est sur le graphique. Ce qu'on voit, est-ce que tu ne nous as pas montré tout à l'heure? Si, j'en ai parlé, et c'est un élément très important. Alors, je donne la réponse tout de suite. Les cours par rapport à la MM20. Oui. Oh, il y en a un très bon. Bravo Stéphane. Bravo. On n'a jamais franchi la moyenne mobile 20 périodes. Ou on l'a franchi ici, oui, mais très légèrement. On a une mèche haute et la bougie suivante, elle remet les pendules à l'heure. Alors ça fait partie d'un deuxième type de stratégie qui est une base de stratégie de pyramidage, qui est le fait, alors c'est pas commode psychologiquement à le faire. Et quand ça fonctionne, je peux vous dire que là, ça fait des... Parce que si vous rentrez ici à 250 et que vous sortez à 80 sur plusieurs positions, c'est le trade de l'année. C'est le trade de l'année. Alors, dans cet exemple, tu vois, la phase 2, donc cette phase, donc tu as la phase 1, on est d'accord, il y a un gap baissier, phase 2. Tout le monde le voit, prends le... Donc ici, je vais vous le faire comme j'ai montré tout à l'heure. Donc ici, pour reprendre l'exemple, on est ici, nous sommes dans une phase 1, ok. Il y a un gap, oui, donc bougie qui clôture en dessous, ceci dit, on aurait pu le voir là. Mais si on se dit qu'on commence là et qu'on prend une position à la vente ici. Donc ici, ça clôture en dessous. Donc, on prend une position à ce niveau-là. Oui. OK. On est à la vente, on a mis un stop loss et puis surtout un stop loss qui s'enclenche lorsque la bande du haut se retourne, c'est-à-dire à ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, c'est en gros ici. OK. Toi, dans cette situation-là, tu vas me dire non, je ne clôture pas ma position. Alors là c'est tous les systèmes de stratégie de trading. Alors, quand je peux être ou pas un trader de phase 2. Je peux avoir décidé que, écoute, j'ai gagné, c'est bon, je sors. Ou je peux dire, finalement, quand je regarde, je suis ici, je me dis, je suis quand même encore bien loin, j'ai eu un énorme gap ici. Je suis encore bien loin de ma MM20. J'ai plutôt des bougies, j'ai pas de retournement. J'ai une consolidation à plat, je n'ai rien qui, pour l'instant, m'indiquerait que le mouvement serait terminé. Et à ce moment-là, je joue bougie après bougie. À ce moment-là, je peux poser la question quand j'arrive à la fin de la phase 3, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a différents systèmes. Le premier, c'est de dire, je mets la moitié de la position en banque. OK. Je mets la moitié, et puis, je joue avec la deuxième moitié. Je regarde ce qui se passe. Et puis, là, je vais placer mon stop. À la limite, je vais le laisser sur la moyenne mobile 20 périodes. Pourquoi? Parce que si je la franchis, ça veut dire que je vais sortir. Donc, il fallait sortir. Donc, si on franchit la MM20, ça veut dire que le mouvement, lui, il est vraiment terminé. Ou du moins, je n'ai pas d'information sur le fait que le mouvement va continuer. Voilà, c'est plus ça qu'il faut dire. Je n'ai pas l'information qui me dit le mouvement va continuer. Et puis là, je suis toujours avec ma demi-position. J'ai déjà mis de l'argent en banque. Et là, je m'aperçois que je ne franchis pas ma MM20. Et qu'est-ce qui se passe quand je vois que j'ouvre un deuxième gap, un gap de continuation, et que je reviens en dessous, la demi-position que j'avais fermée, je la réouvre.
tout simplement, je la réouvre ou je réouvre. En général, quand je pyramide, j'ouvre une deuxième un peu inférieure à la première. Mais je réouvre une position. Et puis là, ben, c'est le même schéma. Je n'ai jamais franchi, je réouvre une position. Là, par contre, quand j'arrive ici au franchissement, là, je sais que c'est terminé. Là, j'ai pas de doute, c'est le troisième gap. Et là, vraiment, j'ai plus de volatilité. Je franchis ma MM20. Donc là c'est terminé. Là, hein. C'est fini de chez fini. Je sors tout et je suis content. Parce que même si je suis rentré ici, a priori, si on devait automatiser les choses, c'est plutôt là. Il faudra laisser un petit peu. C'est vrai qu'il faudrait laisser un petit peu de volatilité. Il faudrait en fait automatiser sur la deuxième. La deuxième bougie. Oui. Il faut qu'il y ait une double clôture. Donc après, ça dépend aussi de la grosseur. Oui, parce que ça, mais ça, il faut le calculer. Il faut voir s'il y a les moyens de voir s'il y a une mèche. Il faut analyser cette bougie pour automatiser. D'accord. Ok. Alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement sûr. Ce qui est difficile, c'est de se dire je reste. Voilà, c'est ça. Alors dur. Là aussi, il y a des investisseurs qui très légitimement se disent moi dès que je suis passé par le pic de volatilité, je me pose pas de questions, je sors. Ok, c'est souvent ce qu'il faut faire à mon sens sur le forex. Parce qu'on travaille de manière relativement courte et sur le forex, généralement, on a plus d'amortissement. Par contre, là, j'ai vraiment démarré un véritable chemin tendanciel. C'est pas seulement le travail d'une impulsion, mais c'est que eh bien, je n'ai pas de bougie de consolidation, je n'ai pas de. Les acheteurs, ils n'ont jamais repris la main ici. Ils sont à la limite, il y a de la bagarre, on ne bouge pas, mais les acheteurs n'ont jamais repris la main. Et c'est ça, en fait, et c'est ce que j'explique dans les chandeliers japonais qu'on avait vus quand on avait fait le webinaire, ce que chacun doit se poser en permanence comme question, quel est le camp qui tient la main sur le marché? Là, en la circonstance, il y a match nul. Mais surtout, je suis vendeur, ma crainte, c'est que les acheteurs reprennent la main, mais ils ne la reprennent jamais. Parce que globalement, si je faisais une petite moyenne, on est plutôt très légèrement descendant. Pas beaucoup, mais très légèrement descendant. Je n'ai pas de bougie véritablement de retournement. Là, j'ai quoi? J'ai une espèce de moche harami haussier. Mais il est moche, la bougie suivante, elle est noire. Donc, j'ai à aucun moment de figure de retournement de chandelier japonais qui me disent, ben, clairement, là, c'est pas bon. Voilà, là, tu as un vrai retournement. Là, tu as une étoile du soir, véritablement. Alors que là, je n'ai pas de figure de retournement. Alors, c'est plus facile à dire que quand tu es en position, quand tu es sur ton compte, de le tenir. Alors, c'est pour ça que quand les fois où je le fais, ça arrive pas assez souvent à mon goût. Eh bien, très souvent, je mets au moins une demi-position, je sors une demi-position et je mets en sorte que ma deuxième position soit quand même gagnante, peut-être moins que la première, mais que mes deux demi-positions soient gagnantes. Et puis si ça continue, eh ben, on y va. Ouais. Quelque sorte, je paye ma prime d'assurance pour aller plus loin, quoi, si tu veux. Oui. Donc, ce qui signifie déjà qu'il faut ouvrir avec plus d'une position pour pouvoir éventuellement couper une première à partir de la phase 3 et une deuxième lorsqu'on clôture au-dessus de la moyenne, la MM20. Voilà, par exemple. Donc ici, imaginons, je rentre une position, je vais dire n'importe quoi, je rentre 1000 €. Voilà, ma position normale, je rentre 1000 €. Et puis quand j'arrive ici à la fin de ma phase 2, là, je ne serai pas sorti parce que mes bougies, elles continuent à être noires. J'ai encore un gap ici, un petit gap. Je ne vais pas sortir encore. Mais la question va se poser, là, quand je commence un petit peu à… qu'est-ce qui se passe là? Là, je peux me poser la question de dire, je suis rentré en phase 4, à ce moment-là, je prends mon gain sur ma position de 500, et puis je laisse 500 en risque, et je monte mon stop, d'une manière qui est plus psychologique que technique. C'est en disant, je veux gagner quoi sur ma deuxième demi-position, sachant que je suis rentré à ce niveau-là. Alors, mon stop, je vais le mettre quelque part ici au-dessus, et je vais continuer à descendre autour de ma MM20 en me disant, si je franchis en phase 4
ma moyenne mobile, ou si, à part un algorithme qui me dirait ici que eh bien, j'ai une bougie blanche, mais j'ai une mèche haute, et je clôture, mais vraiment au ras de la MM20, que la bougie suivante est une bougie de retournement baissière, à ce moment-là, ben, je reste en position. Ok, très clair. Alors, c'est, comment dire, il y a beaucoup de psychologie. Dans cette approche, il y a beaucoup de psychologie. Parce que bah, on est avec son argent, parce que ça pousse, parce que et le fait, et moi c'est ce que j'aime bien faire, le fait, si vous allez dans cette direction, alors je la développe un peu mieux bien sûr dans le livre, hein, avec des exemples, hein, bien évidemment, si vous adoptez ce type de position, vraiment je conseille pour un côté très sain sur le plan psychologique, de vraiment vous sortez une demi-position, et puis si c'est bon, vous la reprendrez plus tard. Vous avez payé en fait, si vous sortez ici et si vous reprenez ici, bah, par rapport au fait de rien faire, vous avez perdu ça, vous avez payé votre prime d'assurance pour le fait de continuer à jouer. Oui. Alors, pour répondre à la question de Marc, en quelle unité de temps on se trouve, a priori, ça marche pour toutes les unités de temps. Oui. Plus on est sur du long, plus c'est pertinent. Mais là, en tout cas, toi, sur du Forex, tout à l'heure, tu as dit 15 minutes. 15 minutes, 1 heure. 15 minutes, 1 heure. Oui. Là, on est peut-être sur des actions. Là, je suis en daily, hein, très clair. Hein. Là, c'est du daily. Oui, c'est de l'action, c'est du daily. Alors, déjà, première chose, je vais chercher l'unité de temps quand le système part, ou précédemment, l'unité de temps où, je ne sais pas comment appeler ça, cette espèce de patate, de ballon de rugby, j'en sais rien. Parce que vous avez des situations où c'est la forme, c'est vraiment n'importe quoi. Et pourquoi c'est n'importe quoi? C'est parce que vous n'êtes pas dans le bon temps, dans le bon tempo de l'impulsion. Donc, il faut aller chercher le bon tempo de l'impulsion qui va vous donner un schéma qui soit propre. Et ce bon tempo de l'impulsion, c'est celui sur lequel vous allez démarrer votre trade, mais vous allez le suivre également avec l'unité de temps supérieure, parce que c'est en repassant après dans l'unité de temps supérieure que vous allez avoir un horizon qui va s'élargir quant au phénomène de rester, de ne pas rester. Parce que il faut aussi faire attention à ne pas rester sur des unités de temps trop courtes, sauf si on sort en phase 2, parce que dans tous les mouvements, vous avez quand même des consolidations. Et si vous suivez, et il y a du bruit, donc si vous suivez sur une unité de temps qui est courte, vous allez avoir proportionnellement plus de phénomènes qui vont vous inquiéter parce que vous allez consolider, alors que si vous montez à une unité de temps supérieure, ben finalement, vous n'avez même pas consolidé. Donc c'est pour ça que moi je démarre, si c'est par exemple si c'est du Forex, c'est démarré généralement sur du 15 minutes s'il s'agit comment dire, de paires majeures, je ne traite que des paires majeures. Si c'était des paires mineures, le 15 minutes, je m'en méfierais un peu par le fait de l'incidence du bruit. On peut avoir du bruit sur, je sais pas, de l'Eurotree. Alors en plus, enfin l'Eurotree ou l'USD-Tree, quand on regarde les mèches de cette paire, c'est compliqué déjà, celle-là, elle est déjà compliquée à trader. Mais si on reste sur les classiques, l'eurodoll, le câble, l'USD JPY ou autre, bon, bah, il y a toujours beaucoup de volume, même en 15 minutes, il y a beaucoup de volume, donc il n'y a pas de bruit. Voilà. Ok. Et puis les actions, hein, pour terminer, je descends pas en dessous de H3, H4. Et après, quand c'est parti, je suis en daily. Et pour les indices, parce qu'il y en a beaucoup qui traitent les indices, tu le fais un peu les indices? Peu. Alors, le problème, c'est que si je le fais avec un de mes clients que tu connais bien, je le fais quasiment, presque tous les jours. Mais là, c'est véritablement, on trade de l'intraday avec des produits dérivés. Donc, c'est une autre approche. Mais moi, je ne trade pas. Moi, je suis plutôt sans le mot, un homme d'action, un trader d'action. Je sais essentiellement les actions, au minimum sur du swing. Alors, on retrouve donc le schéma que l'on avait indiqué, non franchissement, non traversée de la MM20 en phase 3 ou en phase 4, eh bien, le mouvement y repart. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper important. Vous avez ici un mouvement baissier
qui se termine, hein, ça rebondit de manière très violente. Et il y a une bougie qui est extraordinaire et qui est extraordinairement exploitable. C'est cette bougie. Ce marteau inversé, là, ce pendu, ce marteau inversé, pardon, ce marteau inversé. Alors, la règle, c'est une bande de Bollinger comme ça, baissière. Allez, j'en vois 4 dans l'année, 5, où on clôture au-dessus. C'est une résistance extrêmement forte. Et ça, c'est aussi une méthode, mais ça, c'est faut vraiment être dessus. Hein. Une méthode, comment dire, une stratégie de trading qui est, là, tu vois, on part, la mèche. Là, la probabilité que les acheteurs se fassent couper est, pour moi, probablement de l'ordre de 95 à 98%. Et ce que je fais, c'est que quand les vendeurs reprennent la main et que je reviens dans la bande, j'ouvre une position baissière à la rupture, au retour, hein, bien entendu, hein, au retour de la bande de Bollinger. Là, ça a une grande signification, c'est que on a une baisse, j'ai une contre-tendance qui me ramène en plus, et je pense qu'ici l'or, si j'étais en bleu, c'est que c'était un sommet historique, c'est récent ça, ouais, c'était un sommet historique. Donc, et j'ai une bande de Bollinger qui est très baissière, j'ai pas la volatilité pour aller rechercher ici les 219. Les acheteurs n'ont pas, il n'y a pas suffisamment de moelle. Les mouvements précédents, quand on dit qu'il n'y a pas assez de volatilité, c'est que les mouvements précédents n'ont pas emmené suffisamment d'acheteurs pour pouvoir aller plus haut. C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Quand on parle de volatilité, eh bien, le mouvement qui est un mouvement contrarien par rapport au mouvement initial qui était celui-là, eh bien, il n'est pas allé chercher suffisamment de force acheteuse. Et effectivement, à un moment donné, eh bien, il n'y a plus d'acheteurs. Et à ce moment-là, les vendeurs reprennent la main et à la rupture de la bande haute ici, eh bien, c'est un signal de vente. Je crois qu'on a fait le tour du PowerPoint que j'avais préparé pour les participants. Alors là, bon, j'explique pas tout ce que j'explique dans le livre parce qu'à ce moment-là, on va y passer la nuit. Hein. Oui. Mais je vous ai donné quand même quelques pistes hein, et quelques éléments d'analyse et de trading et quelques stratégies de trading qui sont extrêmement efficaces. Ça, quelque chose comme ça, c'est déjà en soi, le franchissement de cette bande-là, elle est déjà, c'est déjà l'indication du bull trap. Est-ce que tu veux passer sur des exemples? Oui, on va passer sur la plateforme. Alors, et je vous en ai préparé quelques-uns. Est-ce que j'ai mis Trading View? Alors, je reprends. Ok, nous voilà sur l'euro USD. Alors, je me permets un petit aparté. Ici, vous voyez, c'est la plateforme TradingView. Si vous ne savez pas, TradingView, c'est donc une plateforme de trading avec laquelle Self-Invest est compatible avec, pour l'instant, les comptes CFD. Vous avez un compte CFD en démo en réel, vous pouvez directement vous connecter sur la plateforme TradingView et prochainement, vous pourrez aussi le faire avec un compte futur. C'est en développement, ça devrait arriver, j'espère, ce mois-ci. Mais voilà, donc pour l'instant, pour les comptes CFD, vous pouvez largement passer des ordres. Je pourrais vous montrer après sur NanoTrader parce qu'il y a des choses intéressantes que je voudrais vous montrer. Mais là, on va utiliser TradingView. Voilà, c'était juste pour dire que vous pouvez, vous, en tant que client démo réel, voilà, utiliser cette plateforme et passer les ordres dessus. Donc là, on est sur l'euro-dollar de Self-Invest. Vous voyez en haut, c'est bien écrit euro-USD, 1 heure, WH, Self-Invest. Donc c'est bien l'euro-dollar de Self-Invest. Alors, je vais d'abord, ici, là, j'ai un signal. J'ai un signal, c'était quoi? Le 8 novembre à 13 h, j'ai une rupture ici de ma bande de Bollinger. Je zoome un peu, non, peut-être hein, pour que tout le monde voit bien. Donc, il faut bien comprendre une chose, si je me permets, c'est que ici, vous voyez, il y a aussi une cassure, mais ça ne clôture pas. C'est important de bien comprendre qu'il faut voir la clôture. Oui, mais quand je vais mettre la bande de Keltner, moi, la bande de Keltner, pour moi, elle est là. D'accord. La bleue, elle est là, la bande de Keltner.
Okay. Et donc, ça ne passe pas. Alors, ça, je laisse ceux qui sont vraiment intéressés d'aller donc dans le livre, hein, petite promotion. L'idée à retenir, hein, la solution que je vous donne, alors faire attention avec les bandes de Keltner. Là, je les ai réglées, hein, parce qu'il y a un réglage particulier que j'explique dans le livre qui, pour le faire fonctionner, c'est pas le réglage traditionnel des bandes de Keltner. Je l'ai adapté. Donc, je compare les bandes de Keltner et je vous donne le résultat tout de suite. Lorsque la bande de Keltner est extérieure à la Bollinger, extérieure, et si on veut casser la bande de Bollinger, là, en la circonstance, là, c'est un bear trap. Et là, on n'a pas réussi à casser parce que, alors, le phénomène intéressant de la bande de Keltner, c'est lorsque, contrairement à la Bollinger, et c'est pour ça que les deux vont très bien ensemble, le signal est donné par les Bollinger quand on casse la Bollinger. La fin du mouvement est donnée par la rupture de la Keltner. Donc, c'est exactement le contraire. Ça veut dire que la Keltner ici, extérieure à la Bollinger, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer. Et que ce mouvement-là, pour l'instant, il est terminé. Pour l'instant. Puis à un moment donné, alors, c'est un calcul de volatilité avec l'ATR, bon, ça n'a pas trop d'importance. Mais quand on voit déjà la bande de Keltner commence à rentrer, et là, sur cette bougie-là, à ce niveau-là, elle est rentrée, le mouvement il est parti, et là j'ai un signal d'achat, il n'est pas du tout important d'attendre la clôture ici de la bougie, parce que le signal en Bollinger a été donné, et la validation du fait que je ne sois pas dans un bear trap m'a été donnée. Et il t'a été donné comment? Parce que par exemple, la bougie, elle ne clôture pas en dessous de. Non, mais là, elle rentre sur celle-là, elle est rentrée. Là, au début de celle-là, là, elle est rentrée. Ah oui, ok, donc là, elle rentre. Là, elle rentre. Et puis, de toute façon, là, à l'expérience, on sait qu'elle rentre. Regardez ici, regardez ce schéma-là. Là, ici, ma bougie, là, elle sort de ma Bollinger. Voilà, et donc ça, c'est signal d'achat a priori, mais ça touche, ça ne le fait pas au-dessus. Non, mais là, la position de la Keltner égale bull trap. Parce que ça n'a pas clôturé au-dessus de la Keltner, c'est ça que tu veux dire? Parce que le fait d'arriver à la Keltner, ça veut dire que le mouvement ici, il était déjà terminé. La Keltner, c'est quand elle est à l'extérieur, c'est une résistance en haut, hein, c'est une résistance, c'est un mur en moellon, en parpaing, en ciment, clôturé. C'est exceptionnel de clôturer au-dessus d'une Keltner, mais surtout quand on arrive sur la Keltner, quand elle est extérieure, ça veut dire que le mouvement est terminé. Donc ce mouvement-là, il est terminé. On consolide, et là, à force, on va rentrer, et là, on va continuer. Et du coup, dans ces deux exemples-là, celui-ci et celui-là, donc les deux précédents exemples, la Keltner te donne une réelle confirmation, mais du coup, tu viens un petit peu plus en retard. Hein. Oui, mais je rentre pas. Bah là, sur ce mouvement-là, tu rentres là. Oui, je rentre plus tard. Mais je rentre sur. Mouvement oui, non, mais là aussi, je peux aussi repartir vers le bas. Hein. Je peux trouver des exemples où on repart vers le bas. Oui, bien sûr. Et ça existe, hein, des exemples comme ça. Hein. On pourra en retrouver. Hein. D'accord. On pourra certainement en retrouver. Tiens, ici, prends cet exemple-là. Oui. Hein. Là, si tu rentres sur cette bougie, t'es mal quand même. Hein. Oui, c'est vrai. T'es très mal. Et là, la Keltner, elle est extérieure. Et puis regarde, là par contre, tu repars violemment vers le bas. Tu peux très bien ici, tu aurais très bien pu repartir violemment vers le bas. Oui, mais surtout, je ne touche pas. Là, le système, il me dit, tu ne touches pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et puis là, je rentrerai pas, je ne sais pas. Peut-être que ça ne me conviendra pas, et puis ce mouvement, je ne le ferai pas, et j'en ferai d'autres. Non, mais de toute façon, il ne faut pas croire que cette méthodologie, comme n'importe quelle autre, elle ne va pas marcher 100% du temps, ça ne va pas donner des résultats à 100% en gain. Mais donc, il y a des exemples là qu'on prend vraiment au hasard. Et c'est sûr que c'est normal, hein. Il y en a qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir c'est savoir si on peut automatiser un petit peu ce genre de méthodologie pour pouvoir faire des backtests et ainsi voir si, par exemple, sur l'exemple de l'euro-dollar, en 1 heure, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pas plus pertinent de le faire en 2 heures ou plutôt en 15 minutes? Et c'est ce que le backtest va nous donner comme vérité. Je trouve qu'il y a un intérêt tout à fait particulier de ma méthode pour les investisseurs qui sont encore en phase, d'expérience, en phase d'apprendre le trading, parce que on a un certain nombre de principes
qui sont des principes qui sont clairs, qui sont simples, qui sont quasiment binaires. Moi, si ma Keltner, elle est à l'extérieur, je ne touche pas. Voilà, clair. Je préfère louper une bonne affaire que de rentrer dans une mauvaise. Parce que des bonnes affaires, tous les jours, il y en a des dizaines. Eh bien, c'est pas celle-là, c'est pas sur l'eurodoll, c'est pas maintenant. Voilà. Parce que ceux qui sont rentrés ici, ben, ils ont commencé un petit peu à s'inquiéter, hein, parce que cette bougie, c'est une belle bougie de retournement quand même. Hein. C'est quasiment une englobante baissière. Moi, si je rentre sur celle-ci et que je vois la deuxième, je commence déjà à m'inquiéter. Quand on rentre en position, on aime bien que le début, eh bien, on commence à gagner de l'argent. Parce qu'on rentre en position et on commence à perdre, ben, psychologiquement, on est moins bien armé, on commence à ne pas… donc, je préfère assurer… Moi, là aussi, il y a des stratégies qui est d'optimiser les gains. Moi, ce qui est important, c'est que je sorte des trades qui soient gagnants. Et l'importance, ça c'est avec l'expérience, et cette importance des trades gagnants, c'est pour répondre à un de mes principes ou de vie ou de trading fondamentaux, c'est la réduction du stress au maximum possible. Je préfère rater une bonne affaire que m'engager dans une qui sera mauvaise. Donc on voit là se dessiner pratiquement une forme de checklist. Et s'il y a un truc dans la checklist que je ne regarde pas parce que je n'ai pas envie de le regarder, c'est souvent le grain de sable qui va faire que ça ne va pas marcher. Donc, il faut que l'ensemble des éléments de mon système marchent et répondent tous, sans exception, pour éviter le grain de sable. Parce que, et je pense que personne ne me contredira, moi, quand je me fais stopper, parce que je me fais stopper, dans 80 à 90% des cas, c'est de ma faute. Ce n'est que de ma faute. Parce que je n'ai pas respecté la règle, je n'ai pas respecté la règle du stop, je n'ai pas respecté quelque chose. Je suis généralement responsable dans 80 à 90% des cas. Donc, je préfère faire attention, on va avoir ma checklist, checklist que je donne dans les différents livres que j'ai pu écrire. J'ai donné ces éléments de checklist et là, on le voit bien. Alors, il est très bien cet exemple, hein, parce que, regarde, ici, ma bande de Keltner, elle est rentrée sur cette bougie. Ce n'est pas la peine d'attendre la clôture. Elle rentre là. Visible, c'est clair qu'elle rentre. À ce moment-là, on peut rentrer, on peut rentrer où on veut. De toute façon, la clôture est là. Elle est déjà, oui, donc déjà sur cette bougie où on rentre ici, on se pose plus de questions là. Hein. Le mouvement, il est déjà bien engagé et il est sûr. On a acheté en perdant peut-être ça. Hein, on a acheté la sécurité. On consolide, mais jamais on ne vient clôturer au-dessus de la MM20. Jamais. Oui, c'est en ça parce que du coup, je me posais la question, mais à quoi ça sert les bandes de Bollinger maintenant si finalement tu sers surtout des Keltner? La bande de Bollinger, elle va te servir. Non, parce que je peux me dire, j'aurais pu me dire, eh ben, le retournement ici, je sors. Je peux me dire ça. Je peux tout à fait me dire ça en disant, ben, je ne vais pas plus loin. D'autant plus que ici, ben, là, je consolide. Je consolide, mais j'aime bien cette consolidation, hein, parce que ça ressemble quand même largement à un drapeau. Mais je vais quand même contrôler. Je vais contrôler que… bon, c'est une situation qui est très stressante hein, en pratique hein, pour un investisseur de rester en position là. Hein. Ouais. C'est stressant ça. Hein. Il faut vraiment mettre son comment dire, son drapeau et puis viser et puis attendre le franchissement. Franchement, si j'avais été en position, je ne l'aurais pas fait, honnêtement. Je serais sorti. Quand je fais du forex, généralement, je ne m'embête pas. Je sors, je prends ce que j'ai gagné. Et je sors à la fin de la phase 2. Je fais jamais de comment dire, de pyramidage sur du forex. Les actions, oui. Parce que le forex, ça va aussi un petit peu vite également. Il faut être en permanence dessus, il faut surveiller en permanence. Alors que les actions, on a le temps. Ouais. Et là, alors là, il se trouve, mais là, c'est le phénomène qu'on regarde. Hein. En fait, c'est le phénomène de la force de l'impulsion. On vient titiller ma MM20 et on repart. Et là, à nouveau, un nouveau drapeau. On vient même pas toucher la MM20 et on repart. Et là, assez tôt, là, on commence à franchir. Alors là, ici, c'est fini. Là, hein. Là, on ne touche plus, c'est fini. Alors, on ne sait pas. Là, il se trouve qu'on repart.
Mais là aussi, sur le principe ici, je ferme. Quitte à ce qu'à un moment donné, je réouvre. Mais en tout cas, là, ça commence à bien faire là, autour de la MM20. Là, parce qu'on peut tout à fait repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas. Où est la fin de ce mouvement impulsif? Je n'en sais rien. A posteriori, on le sait. Mais quand tu es là, tu ne sais pas quand ça va se terminer. Est-ce qu'on est au bout? Je ne sais pas. Et les franchissements de MM20, ça montre qu'il y a quand même une perte de momentum qui est pour moi suffisamment importante pour avoir la prudence de prendre mes gains. Okay. Qu'est-ce que j'avais regardé? J'avais préparé. Qu'est-ce que tu veux comme instrument? Qu'est-ce que j'avais? J'avais Valneva. Valneva. V-A-L-N-E-V-A. Yes. VLA. Par contre, non. Non, pardon. Là-haut. Voilà. Vas-y. Je me suis trompé. Il est caché où, Valneva? Voilà. Alors, ici, cette bougie, le signal, il est absolument merveilleux. Il est merveilleux. Il y a, alors évidemment, pour l'instant, le signal est merveilleux. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai une bande, je casse ma bande de Bollinger avec un gap, avec une Keltner qui est rentrée. Là, il n'y a rien qui, là, le signal, il est. Alors, je ne sais pas s'il y avait un objectif. Elle est où l'unité de temps? Et je l'ai perdue. Je vais passer un instant en hebdo pour voir quel était l'objectif. Hein. Est-ce qu'il y avait. Mais Valneva, je crois qu'on est mal en Valneva. Bon, là, je vais enlever parce que je vois rien. Je vais enlever mes deux. Là, donc, j'ai quand même. J'ai un objectif qui est ici. Donc, en fait, si je rentre, mon premier objectif, il est là. Après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quand même, c'est une zone de support qui est quand même, bon, elle n'est pas à négliger. Hein. Elle est importante. Je reviens en daily et je remets mes éléments. Tchac et tchac. Donc, voilà. Alors, mon signal, il est donné, mais par contre, je n'ai pas beaucoup de grains à moudre. Alors, maintenant, on va le regarder. Je vais mettre une ligne verticale ici pour bien qu'on fixe son été. Et je vais descendre. C'est un peu épais, ça. C'est un peu épais. Si tu veux oui, c'était l'autre. C'était l'autre. Voilà. Et je vais passer en H3. Alors, j'aime bien le H3 parce que, en gros, en Europe, parce que en gros, une séance, c'est quasiment 3 fois, c'est 3 bougies, quoi, à peu près. Et aux États-Unis, je prends plutôt du H2 parce qu'une séance, c'est pas du tout le même temps. Alors voilà, c'était donc ce jour-là. Mais si je descends en H3 et en fait, je prends mes positions plutôt, c'est ici que je rentre. Si je dois rentrer, hein, bien entendu, si je dois rentrer. Si je dois rentrer, je rentre là. Mon stop, il est sur la MM20 et mon objectif, il est là. Très clairement. Et là, j'ai un ratio rendement-risque qui est tout à fait acceptable. Et puis, ici, quand je vais refaire un plus bas dans la tendance, mon stop, je vais le descendre à ce niveau-là. Et puis ici, je vais le redescendre, pas beaucoup, à ce niveau-là. Et puis, au fur et à mesure, comme ça. Voilà. Là, j'ai un beau signal. Et j'ai un ratio rendement-risque qui est tout à fait qui est acceptable, hein, tout à fait acceptable. Hein. Mon stop, il est autour de, pas lire, 2,61. Je suis rentré ici autour de 2,46. Et là, je 42. Ouais. 2,42. Et là, je vois pas du tout le. C'est combien? 2,028. 2,028. Donc, j'ai presque 2 de ratio rendement-risque. Et là, j'ai tout. Mon risque de bull trap, il est très très faible. Je mets le stop, mais en phase 2, le stop il sert à rien. Le stop il sert après la phase 2. Il sert de la gestion des consolidations où je reste autour de. Plus je descends, plus j'ai tendance à dire je ne veux pas franchir la MM20 parce que normalement on va aller à franchir à un moment. Et puis le mouvement il n'est pas non plus très linéaire. Alors attention.
si je prends quelque chose d'important, si je rentre en position sur du H3, j'ai une réflexion en H3. Donc, je ne vais pas, sur une rentrée en H3, me dire je vais rester pendant 6 mois ou 1 an sur l'actif. Je sais que si je rentre sur du H3, je vais jouer sur du moyen terme, mais pas du long terme. Sauf si, derrière le daily et le weekly, vont venir me confirmer ce que le H3, il faut bien savoir qu'il faut bien travailler dans une unité de temps avec les renseignements et les limites de cette unité de temps. Sinon, donc, si je rentre ici, je rentre sur du H3, je vais suivre mon trade sur du H3. Si effectivement, moi, si là, je ne sors pas là-dessus parce que j'ai une belle bougie qui va casser, je ne vais pas sortir. Je vais attendre. À ce moment-là, je vais avoir tendance. Maintenant, on a commencé à prendre un petit peu on a pris un petit peu comment dire, de gain. On a pris un petit peu de temps. Là, vraiment, le daily va me donner beaucoup plus d'informations parce que quelque part, d'un trade en H3, le fait d'avoir cassé un support qui est un support en plus que j'ai pris en weekly, enfin un support, ça me dit que le mouvement, il devrait continuer. Donc, la bonne unité de temps pour suivre, c'est plus trop le H3, ça va être plutôt le daily. Et à ce moment-là, je vais commuter mon écran sur le daily et je vais aussi voir avec le weekly, surtout quand je travaille avec ça, on ne l'a pas là, mais j'ai aussi Ishimoku qui vient. Donc, j'ai besoin de mes différents écrans d'Ishimoku, de mes différents niveaux de support ou de résistance pour savoir si j'ai cassé le premier, eh ben, je vais où derrière. Donc, c'est plus une unité de temps plus importante parce que là, je suis sorti du trade rapide que me donne le H3. Le H3, c'est pour rester, je ne sais pas, une dizaine ou une 20, allez, 10, 20 ou 30 bougies. 30 bougies, c'est 2 semaines. 30 bougies H3, c'est 3 bougies par jour. En gros, c'est 10 jours, c'est 2 semaines de trading. Mais si là, je commence à en avoir accumulé quelques-unes, je suis passé de la détection, et ça peut être aussi un élément intéressant, de détection, de débarrage de tendance, qui est je commence à faire une opération d'opportunité. Je ne sais pas où elle va aller, mais par contre, si je suis sur du H3 et si je suis sur alors je ne sais pas si on appelle du 2 semaines, est-ce que c'est du swing, c'est du moyen terme, je ne sais pas. Mais si c'est sur du H3, ouais, c'est pour rester, que mon objectif il soit atteint en 10, 15, 20 bougies, surtout si on a beaucoup de dynamique. Après, c'est au cas le cas, quoi. On monte sa stratégie en fonction de la situation. Mais là, j'ai surtout le fait que j'ai un signal qui est parfait. Il faut le capter, il faut être dessus, il faut avoir éventuellement un screener qui permet, un screener qu'on fait travailler, moi je travaille avec un screener, sur les actions, je le mets en H3, mon screener, et puis, mais par contre, si c'est sur du H3, ça veut dire qu'il faut que j'aille au moins 3 fois par jour sur mon screener pour aller regarder. Et bon, on n'a pas rien sans rien. Hein. Donc voilà un petit peu le schéma de travail. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que on peut regarder d'autres choses? Et si les participants veulent qu'on regarde un actif qui les intéresse ou sur lequel ils se posent des questions, Allez, à vous de nous donner l'instrument que vous souhaiteriez voir. Toi, tu es plutôt sur des actions. Alors, quelle est votre action préférée? Regardons des actions, ça changera. On va regarder une autre quand même que j'ai. Tiens, on va quand même regarder Hermès. Allez. Ça intéresse souvent du monde. Qu'elle a dû dérouiller aujourd'hui. Ah non, ah oui, je suis en H3. Elle a dérouillé d'abord, elle a consolidé après. Alors, on va d'abord la regarder quand même en daily. Hop. Bon. Alors, on est dans une situation qui est Hermès, c'est plutôt actuellement, on est plutôt dans un schéma plutôt de un schéma comme ça, quoi. Hein. Grossièrement, hein, plutôt de. C'est-à-dire que c'est pas très. On n'a pas de. Alors, on vient d'une tendance qui est quand même très baissière. Alors, et on est peut-être sur une phase d'accumulation.
Parce qu'ici, on a clôture en dessous de la bande de Bollinger. A priori, c'est signal de vente, mais pas par non, là c'est voilà, le signal il est faux parce que regarde ce qui se passe, on reconsolide et pour l'instant, on ne sait pas où on est. Je vais l'enlever celui-là. Hein. On ne sait pas où on est. Pour l'instant, très clairement, et puis regarde ici. Là, tu franchis et regarde où est Keltner, elle est là, ça marche pas. Ouais, elle est vraiment trop loin, en fait, trop éloignée de la bande de Bollinger. Alors en général, quand on est très très proche, hein, demain on va se rapprocher. Si j'ai une bougie rouge, hein, alors que c'est très très proche, on voit qu'elles sont en train de se rapprocher. Alors là, il faudrait rentrer dans le schéma et dans le mode de fonctionnement de l'ATR, qui est une approche de la volatilité qui est assez différente des bandes de Bollinger et de la notion mathématique de l'écart type. C'est une autre notion et qui fait que quand, avec les Bollinger, ce qu'on aime bien aller chercher, c'est quand on a une grosse bougie, ça peut arracher la bande. C'est-à-dire que la bande, elle peut, comme ici, on l'a arrachée parce que comme on travaille dans le calcul de l'écart type avec le carré de la distance à la moyenne mobile, et c'est le but. À ce moment-là, l'objectif, c'est que quand on a une bougie qui est loin de la moyenne mobile, là, à ce moment-là, elle a une implication au carré sur le calcul de la bande haute en la circonstance. Alors que dans le Keltner, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, on peut avoir une énorme bougie, elle aura très peu d'incidence. Justement, pour ne pas donner un faux signal, parce que si ici, je rentre, je m'éloigne trop, parce que j'aurai une grosse bougie, celle-là, elle repart vers le bas. L'objectif, c'est que si le mouvement part, elle rentre à l'intérieur. Donc la bougie qui va faire sortir des Bollinger, il ne faut pas qu'elle permette à la Keltner de descendre. Alors ça, c'est un calcul, bon, c'est mathématique, c'est pas très compliqué, mais voilà, c'est sa réalité. Donc là, pour l'instant, en Hermès, je ne sais pas pourquoi je l'avais mis dans mes éléments, si pour montrer qu'il n'y avait rien à faire, justement. Là, en ce moment, là, il y a vraiment absolument rien à faire sur Hermès. Alors, qu'est-ce qu'on peut… Moi, je suis un petit peu… bon, évidemment, j'ai ici un gros support ici. Hein. Le risque, la tendance, elle est baissière. Donc, je peux très bien avoir ici une zone qui est une zone d'accumulation, mais je peux très bien avoir, pour ceux qui en ont encore, je peux très bien avoir une zone de distribution aussi et qu'on reparte vers le bas. Donc, si jamais on venait à casser le niveau, je ne sais pas combien il est, 1897. Je sais qu'en Ishimoku, j'ai un énorme niveau à 1775. J'ai un niveau mensuel à 1775. Eh bien, la rupture de ce niveau avec un schéma impulsif. Il faut qu'il y ait un schéma impulsif. Parce qu'il faut qu'il y ait, lorsqu'on casse un niveau, quand on casse une bande, moi, les petits trucs comme ça, moi, j'aime pas. Moi, j'aime des bougies comme ça. Pourquoi j'aime une bougie comme ça? Ça veut dire que les vendeurs ont repris la main. Hein, les acheteurs sont laminés, les vendeurs ont montré leur force. On a un mouvement qui est très clair et plus le mouvement avance, plus ceux qui sont en position acheteur ont envie de sortir, de s'en aller, donc d'alimenter le mouvement vendeur. Donc quand j'ai des petites bougies, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime des bougies de ce type-là. Voilà, ça c'est de la belle bougie. Si là, on repart à la baisse avec Hermès, et si la rupture éventuelle, hein, c'est un scénario à regarder, et moi je vais le regarder par contre, hein, la rupture de ce niveau, eh bien si elle se fait avec une rupture de Bollinger et avec une bougie rouge de belle taille, ben, je peux vous dire que derrière, ça va emporter le mouvement. Hein. On a hâte de suivre ça. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, c'est aussi préparer un peu son travail et préparer ses stratégies. Bon, il se trouve Hermès, c'est une que j'ai régulièrement tradé, donc je la connais plutôt bien. Donc, voilà, ça m'intéresse. Est-ce qu'on a des demandes de participants? J'ai vu Soprasteria Group. Ah, ça, je l'avais. SOPR. Sopra. Ouais, SOP. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pas grand-chose pour l'instant. Pas grand-chose. Bah, de toute façon, on est au milieu de la bande de Bollinger, donc on attend. Il ne se passe rien. On est en fermeture des Bollinger, là, complètement. Est-ce qu'on est déjà dans une phase 1? On est quasiment, tu vois, la bande haute, elle va redescendre encore un tout petit peu, mais on est au bord de… Tu vois qu'il n'y a plus de volatilité. Oui. Alors, j'aime pas cette situation. J'aime pas cette situation en termes de trader. Hein, moi, c'est tout simplement parce que si je viens me mettre à plat au niveau de la bande haute ici, je vais avoir une phase de squeeze entre 187 et 170. C'est une grosse phase. Ce qui veut dire que je n'ai pas… moi, ce que j'aime bien,
c'est lorsque l'on a des phases de squeeze qui sont avec un tuyau très mince. Mais là, si ça continue, ça va se réduire. Ça va pas rester plat comme ça. Ça reste pas plat. Il faut voir quelle sera la volatilité à l'intérieur. Tu vois, on a quand même, on n'a pas de volatilité entre guillemets sur 15 jours, mais on a de la volatilité intraday. Et c'est aussi pour ça que les bandes sont aussi écartées. C'est parce qu'on a beaucoup de volatilité intraday. Et quand tu fais le calcul de ton écart type, eh bien, tu vas utiliser l'écart entre la moyenne mobile 20 et le haut de la mèche. Parce que dans le calcul, que tu clôtures ici en haut de la mèche ou que tu aies une simple mèche, c'est ce niveau-là que tu vas prendre. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de volatilité encore en intraday. Et donc, ça gêne les bandes de Bollinger pour se rétrécir. Si on avait des petites bougies, là, des toutes petites, là, alors là, à ce moment-là, et puis généralement, hein, quand tu envoies de la pression dans un tube mince, à la sortie, ça explose. Et les meilleures opérations, c'est lorsque on est rentré dans des squeezes minces, et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle, il y a quelque chose, et là, ça explose. Donc pour Sopra, pour l'instant, eh bien, on est quand même plutôt en stand-by. Il n'y a pas grand-chose, pour moi, il n'y a pas qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à faire. C'est pas mûr, il y a rien, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai rien à proposer sur Osteria. Alors, descendre en H3 va pouvoir préparer quelque chose, mais il faut que, voilà, là, on a des bandes, mais c'est normal qu'on ait des bandes qui sont un peu réduites, mais là aussi, on n'a rien en H3. Regarde, tu sors, ta Keltner, elle est là, et badaboum, aujourd'hui, enfin, cet après-midi, eh bien, on est revenu à l'intérieur. On n'a pas continué le mouvement. Et ça, c'était prévisible. Alors, peut-être pas forcément cet après-midi, mais c'était prévisible qu'on n'allait pas casser. On n'allait pas casser la Keltner. Ça, c'était clair. Ok. On en prend une petite dernière je sais pas. Non, il n'y en a pas d'autres. Et bon, ça fait 1h20, donc je pense qu'on est plutôt bien. Écoute, ta passion est sans limite. Eh bien, écoute. Non, mais écoute, merci en tout cas surtout que ça a été utile pour les participants, hein, que ça vous a donné envie de. Alors, il faut bien entendu, hein, il faut toutes les méthodes, elles se backtestent. Hein, celles que vous faites pas. Évidemment, le conseil que j'aurais tendance à dire, c'est vous faites ça sur des plateformes d'essai. Bien sûr. Hein, vous simulez les éléments de manière à, comme toutes, elles s'apprend. Parce qu'après, quand elles sont apprises, l'œil s'habitue et ça se voit automatiquement. Là, maintenant, il faut forcément y réfléchir. Moi, pour faire ça, j'ai mis quand même quelques années. Hein. C'est pas venu. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais c'est vraiment efficace. Vous avez compris que c'était extrêmement efficace. Voilà. Voilà, c'était Daniel Cohen-Delara pour son nouveau livre, Les bandes de Bollinger, une nouvelle approche pour piloter les tendances, disponible dans tous les e-books Amazon, Fnac, Cultura ou votre libraire du quartier. Non, peut-être pas, sauf Boulevard Saint-Germain, si on est à Paris. Chez Erol. Chez Erol. Ouais. Bon. Okay. Alors, je sais, Erol en a commandé pour le magasin. Alors, est-ce qu'elles sont livrées ou pas chez Erol? Je ne sais pas, mais c'est tellement facile d'aller sur les plateformes. Bah ouais, mais bon, si on aime bien avoir Erol. Voilà. On aime bien les libraires. Il est en vente chez Erol l'a commandé. Ok. Donc, il a référencé. Parfait. Bon, bah merci en tout cas, Daniel. Ravi de t'avoir vu pour cette troisième édition et ce troisième livre. Et j'espère rendez-vous au printemps avec des choses. Alors, on peut dévoiler le livre. Enfin, c'est sur les outils de Fibonacci. Et là aussi, là, on prendra, si tu veux bien, rendez-vous. Là aussi, j'ai développé un certain nombre de choses sur les retracements, les extensions. Et j'ai aussi découvert des règles statistiques que je vous livrerai. Eh bien, on a hâte de voir tout ça. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Merci. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée à tous et bon trading. Bonsoir à toi, Raphaël.